Après des années à payer un logement, des factures et des règlements qui semblent se multiplier plus vite que vos économies, il est normal de se demander si le mode de vie actuel est synonyme de liberté ou simplement d'une routine coûteuse. Si l'idée de posséder un terrain, de se libérer des contraintes administratives et de vivre selon ses propres règles vous séduit, voici une bonne nouvelle. Certaines provinces canadiennes rendent la vie hors réseau abordable, légale et bien plus simple qu'on ne le pense. Oui, au Canada. Avant de découvrir quelles provinces vous permettent de vivre réellement libre et non pas seulement de payer pour une illusion de liberté, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de nos conseils pour vivre plus confortablement au Canada. C'est parti! 1. La Saskatchewan, la province des prairies qui a oublié de tout réglementer. Située au cœur du Canada, la Saskatchewan se caractérise par de vastes terres agricoles, une faible densité de population en dehors de Regina et de Saskatoon et une approche réglementaire de la vie rurale que l'on pourrait résumer ainsi. Nous avons des préoccupations plus importantes que ce que vous faites sur vos terres si vous ne dérangez personne. Dans cette province, l'individualisme farouche n'est pas un slogan politique, mais une réalité vécue par les agriculteurs et les résidents ruraux qui perpétuent leurs traditions depuis des générations. On peut acheter des terres vierges dans les zones rurales de la Saskatchewan pour un prix allant de 5 000 $ à 15 000 $ l'acre, voire moins pour les grandes parcelles ou les terrains qui ne sont pas des terres agricoles de première qualité. Il s'agit de terres titrées avec accès routier, et non de baux de terre de la couronne ou de régions sauvages isolées accessibles uniquement par hélicoptère. Des sites comme Saskatchewan Farmland Ranch, Kijiji et les agences immobilières rurales locales publient régulièrement des annonces avec des parcelles de 10 à 40 acres vendues entre 20 000 $ et 50 000 $ au total, soit le prix que les Canadiens urbains paient pour une place de parking ou un acompte sur un appartement qu'ils ne posséderont jamais. En Saskatchewan, les codes du bâtiment sont administrés par les municipalités et c'est là que ça devient intéressant. De nombreuses municipalités rurales n'appliquent que très peu, voire pas du tout, les codes du bâtiment pour les propriétés situées en dehors des hameaux organisés. La province utilise la loi sur les normes uniformes du bâtiment et de l'accessibilité, mais son application relève des municipalités. Or, les municipalités rurales, avec leur faible population et leur vaste territoire, n'ont tout simplement pas le personnel, les ressources ni la volonté politique nécessaire pour faire respecter les codes sur chaque parcelle où quelqu'un souhaite construire. Selon les documents du gouvernement de la Saskatchewan, les bâtiments de moins de 10 mètres carrés, environ 108 pieds carrés, ne nécessitent généralement pas de permis dans la plupart des juridictions. C'est suffisant pour une petite cabane ou une première construction. Pour les bâtiments plus grands, les exigences varient énormément d'une municipalité rurale à l'autre, certaines exigeant seulement le respect des normes de sécurité de base et d'autres n'ayant pratiquement aucune exigence au-delà des systèmes septiques pour les habitations permanentes, ce que nous aborderons prochainement. La réglementation relative aux fosses septiques en Saskatchewan est étonnamment souple. La province exige des systèmes d'assainissement individuels pour les habitations permanentes, mais les toilettes à compost sont explicitement autorisées en vertu du règlement sur l'élimination des eaux usées sur place à titre de système de traitement alternatif. Les systèmes d'eau grise peuvent être autorisés, qu'il s'agisse de fosses septiques de base ou de zones humides artificielles, à condition d'être correctement conçues. De nombreuses propriétés rurales utilisent des champs d'épandage de base dont l'installation coûte entre 5 et 8 000 $, un coût raisonnable comparativement au système complexe de l'Ontario qui s'élève à 30 000 $. Point essentiel, la Saskatchewan n'impose pas le raccordement au réseau électrique. Vous pouvez vivre en totale autonomie grâce à l'énergie solaire, éolienne ou à des génératrices, sans que personne ne vous oblige à vous connecter à des lignes électriques qui, de toute façon, n'existent pas en milieu rural. L'eau peut provenir de puits, qui nécessitent un permis, mais sont faciles à forer pour un coût de 1 000 à 3 000 $ dans la plupart des régions, de bassins de rétention ou de systèmes de récupération d'eau de pluie, courant dans les fermes. Les taxes foncières dans les zones rurales de la Saskatchewan sont ridiculement basses. On parle de 3 cents à 800 $ par année pour 40 acres avec une petite maison, ce qui est moins que ce que les Canadiens vivant en ville paient mensuellement en frais de copropriété. La province a besoin de la population rurale et de recettes fiscales de toutes sources, elle n'est donc pas incitée à dissuader les gens de s'installer dans les régions rurales par des exigences impossibles à satisfaire. Le retour à la réalité l'hiver en Saskatchewan sont rigoureux, avec des températures descendant régulièrement jusqu'à moins 35 degrés Celsius et des vents si violents qu'on se demande si l'être humain a sa place à cette latitude. Votre système de chauffage autonome doit être parfaitement fonctionnel, car une panne peut être fatale et non pas simplement synonyme de léger inconfort. L'été, moustiques, mouches noires et météo imprévisibles peuvent faire basculer le beau temps en alerte tornade en un clin d'œil. Les possibilités d'emploi dans les régions rurales de la Saskatchewan se limitent à l'agriculture, au télétravail ou aux emplois de services nécessitant des déplacements en ville.
Cela convient aux personnes vivant de régions éloignées, aux retraités percevant une pension ou à celles qui sont prêtes à vivre de façon extrêmement frugale avec un revenu très modeste. Mais si vous supportez l'isolement des prairies et l'hiver, la Saskatchewan offre une véritable liberté en autarcie. 2. Le Manitoba, la province trop occupée par d'autres problèmes. Le Manitoba se situe à l'est de la Saskatchewan et présente une géographie similaire, une population moins nombreuse et un gouvernement qui, historiquement, s'est trop préoccupé des problèmes de Winnipeg pour réglementer fortement ce qui se passe dans les zones rurales, de toute façon peu habitées. La province possède certains des terrains ruraux les moins chers du Canada et affiche une attitude étonnamment permissive envers les modes de vie alternatifs, en partie grâce à un aménagement du territoire, mais surtout par une certaine négligence. Au Manitoba rural, les terres se vendent entre 3 000 et 12 000 $ l'acre, selon l'emplacement et la qualité. Les propriétés de 20 à 80 acres sont régulièrement affichées entre 15 000 et 60 000 $ sur des sites comme Realtor.ca, Kijiji et dans les agences immobilières rurales du Manitoba. On peut trouver des terrains titrés avec accès routier à moins de 2 heures de Winnipeg ou de Brandon à des prix qui rendent les prix urbains. Les prix des logements ressemblent à des arnaques élaborées visant à transférer la richesse des travailleurs aux propriétaires et aux banques. Le Code du bâtiment du Manitoba est basé sur le Code national du bâtiment, mais son administration relève des municipalités. Or, voici le point crucial, son application dans les municipalités rurales est inégale, voire inexistante selon l'endroit. Nombre d'entre elles n'ont pas d'inspecteurs du bâtiment ou font appel à des inspecteurs à temps partiel qui couvrent de vastes territoires et interviennent principalement suite à des plaintes plutôt que de faire appliquer proactivement les codes. Le Code du bâtiment du Manitoba exempte certains bâtiments de permis, notamment les structures de moins de 10 mètres carrés. Pour les bâtiments plus importants, les exigences varient d'une municipalité à l'autre. Certaines exigent seulement des permis de base pour les habitations permanentes, tandis que d'autres n'ont pratiquement aucun mécanisme d'application pour les propriétés rurales. Selon la documentation du ministère des Familles du Manitoba, les toilettes à compost et les systèmes alternatifs de traitement des eaux usées peuvent être approuvés en vertu du règlement sur les systèmes de gestion des eaux usées sur place s'ils respectent les normes de traitement de base. Au Manitoba, le raccordement au réseau électrique n'est pas obligatoire pour les propriétés rurales. L'énergie solaire, éolienne et les génératrices sont courantes et acceptées. L'eau peut provenir de puits, permis requis, mais la procédure est simple, de sources d'eau de surface correctement filtrées ou de la récupération des eaux de pluie. La loi sur les droits d'eau de la province exige des permis pour toute consommation importante d'eau, mais l'usage domestique à partir de puits est exempté, ce qui permet une consommation domestique raisonnable sans complications administratives. Les taxes foncières dans les régions rurales du Manitoba figurent parmi les plus basses du Canada. Prévoyez entre 4 cents et 9 cents $ par année pour une propriété de 40 acres avec une habitation, soit moins que les frais mensuels de copropriété à Toronto ou à Vancouver. La province a un besoin criant de population rurale et ne peut se permettre de dissuader par la réglementation les personnes désireuses de vivre dans des régions qui perdent leurs habitants au profit des villes. Un avantage important, Manitoba Hydro offre des programmes pour la vie hors réseau, notamment des subventions pour les systèmes d'énergie renouvelable dans les régions éloignées. La province reconnaît que l'extension du réseau coûte plus cher que le soutien au système en réseau. Elle offre donc parfois une aide financière plutôt que d'imposer des raccordements coûteux et non rentables. Le retour à la réalité, le Manitoba connaît les rigueurs de l'hiver de la Saskatchewan, auxquelles s'ajoute une humidité et des précipitations plus importantes, ce qui implique des difficultés de déneigement et de gestion de l'humidité. Les moustiques y sont légendaires en été. Il ne s'agit pas simplement de quelques insectes, mais de véritables nuées qui rendent les activités de plein air extrêmement difficiles sans moustiquaires et répulsifs chimiques. L'emploi se limite à l'agriculture, au télétravail ou au déplacement domicile-travail en ville. L'isolement social est bien réel, les voisins les plus proches pouvant se trouver à plusieurs kilomètres. L'accès aux soins de santé nécessite de se rendre en voiture dans les villes disposant de cliniques ou d'hôpitaux, ce qui peut s'avérer problématique avec l'âge ou en cas d'urgence. 3. Nouveau-Brunswick ou la liberté oubliée du Canada atlantique. Le Nouveau-Brunswick, situé dans le Canada atlantique, est une province peu peuplée, à l'économie rurale fragile et étonnamment tolérante envers les modes de vie alternatifs, car, franchement, ils ont besoin de gens et ils ne sont pas en mesure de faire la fine bouche quant à la façon dont ces gens choisissent de vivre. La province offre certains des prix fonciers et des exigences de construction les plus bas du Canada atlantique, raisonnables comparativement aux aberrations réglementaires de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique. Les terres rurales du Nouveau-Brunswick se vendent entre 1 000 et 8 000 $ l'acre, tandis que les propriétés boisées de 20 à 50 acres sont affichées à un prix total de 15 à 40 000 $. On y trouve des terrains titrés,
accessibles par route, avec du bois d'œuvre et des points d'eau, à des prix que les Canadiens citadins jugent exorbitants, voire frauduleux. Des sites comme l'Enquête et Purple Brick, ainsi que les courtiers immobiliers ruraux locaux, proposent constamment des propriétés, la concurrence étant minime, car la plupart des Canadiens ne considèrent pas le Nouveau-Brunswick comme une destination touristique, si ce n'est peut-être pour admirer les couleurs automnales en voiture. Avant de poursuivre avec d'autres provinces où vous pouvez réellement vivre libre au lieu de payer pour une existence lourdement réglementée qui enrichit tout le monde sauf vous, abonnez-vous comme si vous revendiquiez votre indépendance et laissez un commentaire expliquant ce qui vous empêche de vivre hors réseau, je le lirai. Le Code du bâtiment du Nouveau-Brunswick est basé sur le Code national du bâtiment, mais son administration relève de la province avec la participation des municipalités. Voici ce qu'il faut retenir, pour les propriétés rurales situées hors des limites municipales ou dans les districts de services locaux, DSL, l'application du Code du bâtiment est minimale. Selon le ministère de l'Environnement et des gouvernements locaux, les bâtiments de moins de 10 mètres carrés ne nécessitent pas de permis et les structures plus importantes en requièrent un, mais l'application du Code privilégie la sécurité plutôt que la conformité esthétique ou des dimensions minimales arbitraires visant à maximiser les recettes fiscales. La province autorise les toilettes à compost et les systèmes alternatifs d'assainissement en vertu du règlement sur les systèmes d'élimination des eaux usées sur place. L'approbation est requise pour ces systèmes, mais les toilettes à compost combinées à une gestion de base des eaux grises sont explicitement permises. Le coût des systèmes approuvés se situe entre 5 et 10 000 $, un prix abordable comparativement aux systèmes conçus par des ingénieurs dans d'autres provinces. Le Nouveau-Brunswick n'impose pas le raccordement au réseau électrique. L'énergie solaire, éolienne et les génératrices sont courantes et acceptées pour les propriétés rurales. Énergie NB reconnaît que l'extension du réseau vers les propriétés éloignées coûte plus cher qu'elle ne rapporte de revenus et n'impose donc pas de raccordement non rentable. L'eau peut provenir de puits, autorisation simple, de sources ou de sources de surface après traitement adéquat. Les taxes foncières dans les régions rurales du Nouveau-Brunswick sont raisonnables, de 4 cents à 1 000 $ par année pour une propriété de 40 acres avec habitation, selon la valeur foncière et les taux locaux. La province a un besoin criant de population et ne souhaite pas dissuader par la réglementation les gens qui veulent vivre dans les régions rurales, qui perdent massivement leurs habitants au profit des villes ou d'autres provinces. Un avantage, le Nouveau-Brunswick dispose du programme de rénovation des régions rurales et éloignées qui offre une aide à la construction de logements durables dans les zones dépourvues de services. Reconnaît que les modes de vie alternatifs favorisent mieux le maintien de la population rurale que l'imposition de normes de logement conventionnelles coûteuses qui font fuir les gens. Le retour à la réalité et l'économie du Nouveau-Brunswick est fragile et l'emploi est limité en dehors des villes. Les régions rurales se dépeuplent, ce qui entraîne une baisse du prix des terrains, mais aussi un isolement et une réduction des services. L'accès aux soins de santé est difficile en raison de la pénurie de médecins et des fermetures d'hôpitaux qui touchent les régions rurales. L'hiver est un hiver typique des Maritimes, humide, gris, parfois marqué par des chutes de neige brutales et des tempêtes de verglas pouvant provoquer des pannes de courant pendant des jours, voire des semaines. Vos systèmes en réseau doivent pouvoir supporter de longues périodes sans soleil pour l'énergie solaire ou sans vent pour l'énergie éolienne. L'été apporte son lot d'humidité, de mouches noires et de moustiques qui font passer les insectes des prairies pour des amateurs. 4. Terre-Neuve et Labrador, le rocher de la liberté. Terre-Neuve et Labrador est la province la plus à l'est du Canada. Elle se caractérise par une faible population, un vaste territoire et une approche réglementaire de la vie rurale qui allie les traditions de la common law britannique à la reconnaissance pragmatique qu'il est impossible de réglementer fortement des zones inhabitées et que les coûts d'application de la loi sont supérieurs aux recettes générées. À Terre-Neuve, les terres rurales se vendent entre 1 000 et 5 000 $ l'acre et les propriétés de 10 à 50 acres sont affichées à des prix allant de 10 à 30 000 $. Au Labrador, les terres sont encore moins chères. De vastes superficies sont disponibles à un coût minime si l'on est prêt à accepter un véritable isolement. Des sites comme Newfoundland Real Estate et Kijiji proposent constamment des annonces de propriétés rurales que les Canadiens vivant en ville considèrent comme incroyablement bon marché jusqu'à ce qu'ils réalisent les inconvénients liés à l'isolement et au climat. Le Code du bâtiment de Terre-Neuve est administré au niveau provincial avec la participation des municipalités lorsqu'elles existent. Dans les zones non constituées en municipalités et les régions rurales situées hors des limites des villes, l'application du Code est minimale, voire inexistante. Selon le ministère des Affaires municipales et provinciales, les structures de moins de 10 mètres carrés ne nécessitent pas de permis, tandis que les bâtiments plus importants en requièrent un. Toutefois, l'application du Code privilégie la sécurité plutôt que de s'immiscer de manière excessive dans les habitudes de vie des résidents sur leur propre terrain. La province autorise les toilettes à compost et les systèmes alternatifs de traitement des eaux usées en vertu de la loi sur les ressources en eau et des règlements connexes.
Une approbation est requise, mais les systèmes qui respectent les normes de traitement de base sont acceptés. De nombreuses propriétés rurales de Terre-Neuve utilisent des fosses septiques classiques dont le coût varie de 5 à 8 000 $ ou des toilettes à compost avec gestion des eaux grises, beaucoup moins onéreuses. Terre-Neuve n'impose pas le raccordement au réseau électrique pour les propriétés rurales. Newfoundland Power et Labrador Hydro reconnaissent que l'extension du réseau aux régions éloignées coûte plus cher qu'elle ne génère d'électricité, c'est pourquoi l'énergie solaire, éolienne et les génératrices hors réseau sont courantes et acceptées. L'eau provient de puits qui nécessitent un enregistrement, mais pas de permis complexe, de sources de surface ou de la récupération des eaux de pluie, pratique courante dans les zones côtières. Les taxes foncières dans les régions rurales de Terre-Neuve sont modérées de 5 cents à 1 200 $ par année pour une propriété de 40 acres avec habitation, selon l'emplacement et la valeur foncière. La province a un besoin urgent de retenir sa population et n'est pas intéressée par des mesures réglementaires qui décourageraient les gens de quitter les régions rurales déjà aux prises avec le dépeuplement. Un aspect unique, Terre-Neuve possède des traditions historiques de vie rurale et d'autosuffisance qui favorisent l'acceptation culturelle de modes de vie alternatifs. Vivre dans des régions isolées, avec des services rudimentaires, n'est pas perçu comme étrange ou suspect, mais comme la continuité du mode de vie des Terre-Neuviens depuis des générations, avant que le gouvernement ne décide que tous devaient déménager dans les grandes villes pour améliorer l'efficacité des services. Le retour à la réalité, le climat de Terre-Neuve est rude, mais différent de celui des provinces des prairies. Vent constant, brouillard, pluie, tempêtes de neige parfois massives et humidité omniprésente. Vos systèmes en réseau doivent résister à l'humidité et à l'air salin qui corrodent l'équipement plus rapidement que dans les prairies sèches. L'isolement est bien réel, certaines zones rurales n'étant accessibles que par bateau ou par avion. L'emploi se limite à la pêche, la sylviculture, le télétravail ou les emplois publics dans les grandes villes. Les soins de santé nécessitent de se déplacer vers les hôpitaux régionaux, ce qui peut s'avérer difficile lors des tempêtes hivernales qui bloquent les routes ou annulent les vols. 5. Le territoire du Yukon, pas techniquement une province, mais qui compte? D'accord, le Yukon est un territoire et non une province, mais son inclusion est logique car il offre certaines des conditions de vie hors réseau les plus permissives du Canada, combinées à un gouvernement territorial qui soutient réellement les logements alternatifs par le biais de programmes et de politiques plutôt que de simplement les tolérer par négligence. Il est possible d'acquérir des terres au Yukon par divers moyens, notamment en achetant des terrains privés, en louant des terres territoriales ou en participant à des programmes comme le programme d'épandage agricole ou les programmes résidentiels ruraux qui offrent des terrains à coût minimal sous réserve du respect des exigences de base en matière d'aménagement. Les terrains ruraux privés se vendent entre 5 000 et 20 000 $ l'acre et des propriétés de 5 à 40 acres sont disponibles pour un prix allant de 30 000 à 100 000 $. Ce prix peut paraître élevé, mais il faut tenir compte du fait qu'il s'agit d'acquérir un terrain dans l'une des plus belles régions du monde, avec la liberté de construire et de vivre comme on l'entend. Le Code du bâtiment du Yukon est administré territorialement et son application se concentre principalement sur les communautés organisées et les lotissements. Pour les propriétés rurales situées hors des limites municipales, l'application du Code du bâtiment est minimale. Selon le ministère des Services communautaires du Yukon, les petites structures. Les bâtiments de moins de 10 mètres carrés ne nécessitent pas de permis, tandis que les bâtiments plus grands en nécessitent un, mais l'accent est mis sur la sécurité plutôt que sur la microgestion de la conception ou sur des dimensions minimales arbitraires. Le Yukon soutient explicitement les logements alternatifs et la vie hors réseau par le biais de ses politiques. Le territoire autorise les toilettes à compost, les systèmes d'eau grise et le traitement alternatif des eaux usées en vertu de sa loi sur les mesures d'urgence civile et de ses règlements sanitaires. De nombreux Yukonais vivant en milieu rural vivent complètement hors réseau. Hors réseau avec l'aval du gouvernement territorial, car l'extension des services aux zones reculées coûte plus cher que le maintien de systèmes indépendants. Le territoire n'impose pas le raccordement au réseau électrique. Yukon Énergie reconnaît qu'une grande partie du territoire n'est pas desservie par le réseau, c'est pourquoi l'énergie solaire, éolienne et les génératrices sont courantes. Le gouvernement territorial offre d'ailleurs des subventions par le biais de programmes comme le programme de Bonne Énergie qui propose des rabais pour les systèmes d'énergie renouvelable, les améliorations en matière d'efficacité énergétique et les systèmes de chauffage alternatifs. Il vous incite financièrement à vous déconnecter du réseau plutôt que de vous imposer des raccordements coûteux. Au Yukon, l'eau provient de puits, de sources de surface ou est transportée par camion selon l'emplacement et la géologie. Le territoire exige des permis d'utilisation de l'eau pour une consommation importante, mais la consommation domestique bénéficie d'exemptions permettant un usage domestique raisonnable sans complexité administrative. Les taxes foncières au Yukon sont complexes, mais généralement raisonnables pour les propriétés rurales, surtout compte tenu de la liberté de construire et de vivre à son gré.
Prévoyez entre 1000 et 2000 $ par année pour une propriété de 40 acres avec habitation, selon l'emplacement et les améliorations. Le Yukon offre des avantages uniques, notamment la déduction pour résidents du Nord, qui donne droit à des crédits d'impôts fédéraux pour vivre dans le Nord du Canada. Vous bénéficiez ainsi d'un avantage financier pour vivre dans un endroit magnifique et libre, ce qui est plus avantageux que de payer le prix fort pour une vie suburbaine réglementée dans le sud du Canada. Le retour à la réalité. Le Yukon est une région isolée où les fournitures, acheminées par camion ou avion, sont coûteuses. Ces hivers rigoureux et sombres font paraître ceux des prairies presque cléments. Les températures descendent régulièrement sous les -40°C et l'obscurité hivernale limite la production d'énergie solaire pendant des mois. L'emploi se concentre dans les secteurs publics, miniers, touristiques et le télétravail. Pour accéder aux soins de santé, il faut se rendre à Whitehorse, voire plus au sud, pour consulter des spécialistes. Mais pour les personnes prêtes à affronter un véritable isolement et les défis climatiques, le Yukon offre une liberté légitime de vivre hors réseau sans harcèlement gouvernemental, combiné à un gouvernement territorial qui soutient réellement les modes de vie alternatifs par le biais de programmes et de politiques plutôt que de les considérer comme un problème à résoudre par la réglementation. La réalité juridique et pratique de la vie hors réseau au Canada. Voici ce que les contenus sur l'autonomie énergétique omettent souvent. Même dans les provinces les plus permissives, vivre hors réseau n'est ni totalement libre de réglementation ni totalement gratuit. Il faut toujours prévoir un budget pour l'achat du terrain, les matériaux, les outils et les systèmes. Le forage d'un puits coûte entre 1000 et 3000 $. Un système solaire d'une capacité suffisante coûte entre 5000 et 15 000 $. La construction d'un bâtiment nécessite des matériaux dont le coût varie entre 10 000 et 50 000 $ selon sa taille et sa qualité. Les permis, même les plus simples, coûtent cher et nécessitent de se frayer un chemin dans une bureaucratie dont la souplesse varie, voire l'obstructionnisme délibéré, selon l'employé municipal rencontré. Les taxes foncières sont payables indéfiniment, quels que soient les services reçus. L'immatriculation des véhicules et les permis de conduire sont toujours payants. Au Canada, il est impossible d'échapper complètement à la fiscalité et à la réglementation, sauf en occupant illégalement un logement, ce qui engendre d'autres problèmes. Ces 5 provinces offrent les conditions les plus favorables à la vie hors réseau grâce à une combinaison de facteurs: terrain bon marché, réglementation du bâtiment souple, acceptation des systèmes alternatifs et gouvernements qui, soit soutiennent, soit se désintéressent de ces modes de vie. Mais facilité ne signifie pas totalement gratuit ni facile. Vivre hors réseau exige des compétences que la plupart des Canadiens ne possèdent pas: construction, électricité, plomberie, réparation mécanique et capacité à résoudre les problèmes sans faire appel à des professionnels qui facturent 150 $ l'heure pour réparer ce que vous avez endommagé par ignorance ou incompétence. Cela implique de composer avec l'isolement, les conditions climatiques extrêmes et les contraintes liées au mode de vie que la vie urbaine ou périurbaine atténue grâce aux infrastructures et aux services. Mais pour les personnes possédant les compétences appropriées, des attentes réalistes et un véritable désir de vivre de manière indépendante plutôt que de simplement idéaliser la vie hors réseau à travers des vidéos YouTube filmées par des personnes qui vivent réellement en ville et visitent leurs propriétés hors réseau le week-end, ces provinces offrent une réelle opportunité de construire une vie avec un minimum de réglementation et un maximum de liberté. Ce choix exige une évaluation honnête de vos capacités, de vos finances et de votre tolérance à l'inconfort face à votre aversion pour les factures mensuelles, les réglementations et la dépendance à des systèmes conçus pour vous soutirer un maximum d'argent. Vivre hors réseau n'est pas fait pour tout le monde, mais ces 5 provinces offrent cette possibilité à ceux qui sont prêts à sacrifier le confort et les services pour l'indépendance et la liberté. Si cela vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire ci-dessous pour savoir dans quelle province vous préféreriez vivre ainsi.